Quand on est chercheur, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Élodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Charlotte Schkelinck est une ancienne chercheuse qui, après une thèse à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie, un postdoc au Canada et un passage au service du patrimoine naturel, a monté sa start-up, Lisaqua, qui développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotiques et sans rejets polluants. Elle va nous raconter son aventure. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Comment ça va ? Tout va bien, je te remercie Élodie. Alors il faut juste noter que je suis chez Jean, au studio chez Jean, et toi tu es chez toi. Voilà. Et on enregistre ça depuis l'ordinateur. Voilà. J'ai rappelé rapidement ton parcours, donc une thèse à Paris, puis un postdoc au Canada et après un passage au service du patrimoine naturel. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose auquel tu pensais, ou est-ce que c'est venu pendant ton parcours ? J'ai toujours été très curieuse depuis toute petite, beaucoup par les organismes qui m'entouraient. Je suis toujours sortie des chemins, en fait, des règles établies. Mais par contre, à aucun moment, je m'étais dit que j'allais être entrepreneur dans la vie. J'ai fait une thèse. C'est vrai que cette thèse, en fait, finalement, après réflexion, on touche à tout. Donc pour moi, une thèse, c'est un premier pas vers l'entrepreneuriat, parce qu'on est à 360, on doit gérer beaucoup de choses différentes. Mmh. Et du coup, finalement, délicatement, je suis devenue entrepreneur. C'est vrai que en recherche, on est habitué à la fois à faire des manips, à chercher de l'argent, des financements, à faire de la promo en publiant des articles et en allant dans des congrès, etc. Et souvent, on entend ça, qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est pas si différent que la recherche. Oui, pour moi, c'est vraiment, ça n'a pas été une grosse révélation ou un grand changement, parce que c'est vrai que c'est une continuité. Après, ce qui change, c'est s'entourer des bonnes personnes, parce que bien évidemment, moi, une thèse en biologie, j'ai jamais été formée à l'administratif, au business plan, etc. Donc après, il faut bien s'entourer. Mais par contre, effectivement, sur les tâches du quotidien, c'est du 360 comme en thèse. Comme en thèse, et comme en postdoc aussi d'ailleurs. Ouais. Et toi, tu as monté ta start-up justement, alors pas après un postdoc, mais après quelques années, au passage au service du patrimoine naturel, pardon. Oui. Est-ce que le sujet là que les gambas, donc est-ce que c'est un sujet sur lequel tu travaillais en tant que chercheur ? Comment t'es venue l'idée ? Est-ce que c'est venu après tes recherches ? Alors du coup, moi j'ai fait une thèse sur les poissons des récifs coralliens et leurs parasites branchiaux dans l'Indo-Pacifique. Ensuite, mon postdoc, donc je l'ai fait au Canada au ministère des Pêches et des Océans sur les espèces de poissons invasives. Donc c'était de la génétique. Et lors de ce postdoc, j'ai découvert l'aquaculture conventionnelle en visitant des élevages de saumon, d'esturgeons. Et j'ai pu constater en fait qu'il y avait très peu de systèmes de filtration en sortie. Donc les rejets en fait allaient directement dans les lacs ou dans la mer avec des problèmes d'eutrophisation. Et il y avait un usage massif d'antibiotiques. Sachant que l'aquaculture, au global, en 2030, doit bondir de plus de 30%. C'est l'une des protéines animales qui va être vraiment, connaître un grand essor en fait dans les prochaines années, parce que les autres productions sont saturées. D'accord. Voilà, c'était ce que je voyais, ce que je constatais, ne collait pas en fait avec cette vision qu'il va falloir produire plus en aquaculture. Et heureusement, au Canada, j'ai également découvert un nouveau type d'aquaculture qui est l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc ça, c'est en pleine mer. Il va y avoir des cages en fait de saumon intensifs. En dessous des cages, on va mettre des concombres de mer, des moules, des oursins et également des macroalgues. Et en fait, ces organismes-là vont venir filtrer les rejets, les coproduits des saumons. On va pouvoir faire produire de manière intensive tout en limitant l'impact sur l'environnement. Avec ce système-là, on est en pleine mer, donc on a toujours plein de pathogènes, donc utilisation d'antibiotiques. Et donc moi, l'idée, c'était de retranscrire ce système-là, cet écosystème, à terre, sur de l'eau de mer reconstituée, pour s'affranchir de l'usage d'antibiotiques, mais pour valoriser les rejets d'une production principale. Du coup, je suis rentrée, donc après mon postdoc, j'ai constaté ça. Ça n'a pas tout de suite été enregistré, j'ai pas tout de suite eu le déclic. Ensuite, j'ai passé des concours de maître de conférences où on a pris à chaque fois des personnes qui avaient 40 ans.
Moi, j'avais 30 ans et en gros, il fallait que je continue des postdocs à l'international avant de pouvoir retenter ma chance. Et, oui, le fameux CV parfait pour... c'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, c'est là où c'est compliqué de faire beaucoup de sacrifices personnels. Et du coup, j'ai arrêté la recherche. Donc après, je travaillais au service du patrimoine naturel. Ensuite, j'ai eu une petite fille et je suis retournée à Nantes, ma ville natale. D'accord. Et à Nantes, j'ai cherché du boulot. Il y avait pas grand-chose qui m'intéressait, que ce soit dans les instituts de recherche ou autres. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, il faut que je crée mon truc. S'il n'y a pas de travail qui m'intéresse, il faut que je le crée parce que j'ai encore de longues années à travailler. Ouais. Et donc, je me suis souvenue de ce mode de production, en fait. Ouais, cette remarque que tu t'étais faite au Canada. C'est ça. Et en fait, j'avais avancé, j'étais maman, donc il fallait... je me questionnais, bien sûr, sur... Impact. Ouais, c'est ça, sur le sens, en fait, de mes actions. Et en fait, mes valeurs de consommatrice se sont retrouvées, en fait, avec mes valeurs environnementales. Donc, je me suis rappelée de ce projet-là. Et effectivement, quand j'ai réfléchi à ce projet, c'était sur du poisson. Ouais. Parce que moi, c'est le poisson. Mais pour produire un poisson, il faut 3 ans. Alors que, du coup, pour produire une gambasse, c'est plutôt 5 mois de cycle. D'accord. Et en gros, financièrement, c'était plus léger. S'il y a une forte mortalité, une gambasse peut recommencer des cycles assez rapidement. Pour du poisson, c'est compliqué. Et du coup, le déclic pour te lancer, t'en as un petit peu évoqué déjà, mais... Mais le déclic, du coup, c'était vraiment de pas trouver de travail qui me plaisait et de me dire, OK, qu'est-ce qui me plaît? Et du coup, j'y vais, moi. Créer ton propre travail, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, tu as lancé cette start-up en étant jeune maman? Voilà. Et j'ai eu un enfant entre les deux également. Enfin, c'est rock'n'roll. Non, mais c'est rock'n'roll, mais c'est bien d'en parler parce que je pense que parfois ça peut être aussi un frein pour certaines femmes qui disent bah oui, mais j'ai envie d'une vie de famille et j'ai envie de monter une boîte et peut-être que les deux sont pas faisables. C'est rock'n'roll, effectivement. C'est rock'n'roll. C'est faisable, c'est rock'n'roll. Il y a du challenge tous les jours. Mais par contre, voilà, c'est vrai que je pars le matin, ça m'embête de partir le matin parce que j'ai eu trop peu. Et après, je pars du boulot le soir, ça m'embête parce que j'ai eu trop peu. Mais voilà, c'est comme ça et c'est pour un temps. En fait, il faudrait lancer une start-up qui créerait des journées de 48 heures, je pense. Voilà, ça serait vraiment... ça serait quand même assez magique. Ouais. Et alors, tu as un associé? J'en ai 2. Tu en as 2. Comment les as-tu rencontrés? Alors, d'abord, c'est Gabriel Bonneux. Donc, lui, c'est un entrepreneur HEC. D'accord. Quand je suis partie en thèse en 2009, en fait, en Nouvelle-Calédonie, lui, il faisait un stage là-bas dans une start-up de télédétection, la partie marketing. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Après, lui, il était parisien, donc on s'est retrouvés à Paris. Et lui, il a créé une start-up dans le numérique. Et en fait était dans ces réseaux-là, donc c'est vrai qu'on échangeait beaucoup sur son travail au quotidien et sur l'aventure que c'était, donc la start-up Wizik. Et en fait n'était pas si éloigné de mon quotidien à moi. Et voilà, donc j'ai été baignée en fait dans ce monde-là grâce à lui. D'accord. Et en fait il est arrivé à Nantes également, donc ça a été le premier embarqué dans l'aventure, c'est le premier à qui j'ai discuté de ce projet-là. Et voilà, donc ça a été assez simple de travailler avec Gabriel. Et Gabriel, donc lui, il est chez l'ISAQUA, il s'occupe de toute la partie administrative, rédiger des BP, aller chercher des financements. Des BP? Des business plans, parce que quand on crée une entreprise, il faut souvent aller chercher des financements, il faut décrire le projet, il faut le chiffrer, etc. Donc voilà, ça c'est... Et moi, je suis pas du tout préparée à ça. Du coup, toi, t'es partie recherche, c'est ça, hein? Moi, je suis la partie recherche. D'accord. Recherche. Je vais avoir une partie stratégie de l'entreprise, où on va, ce qu'on fait, etc. Mais après, moi, du coup, le où on va, c'est très fonction des tests que je vais entreprendre. Voilà. Et ça, c'est ma responsabilité. Et Gabriel, c'est de me fournir les moyens pour faire ces tests. Et il y a un troisième associé? Et la troisième associée, c'est Caroline Madoc. Donc Caroline, elle est ingénieure des mines de Paris. Elle a fait 8 ans chez Areva, avec notamment beaucoup de missions au Kazakhstan. Et donc Caroline, c'est pareil, elle est arrivée à Nantes en 2016.
ou fin 2015. Et maman, elle était en congé maternité d'Areva. Donc, elle faisait son congé maternité à Nantes. Et voilà, et envie d'autres choses, quête de sens également. Et en gros, il nous manquait, on avait la partie business et la partie labo. Ouais. Il nous manquait l'industrialisation. Et donc, Caro avait toutes les compétences, en fait, pour remplir ce rôle. Et vous en vivez aujourd'hui, du coup, de cette start-up ? Alors, donc moi, je suis salariée l'ISAQUA depuis la création du projet. Le projet, donc, il n'est pas encore rentable parce que effectivement, on est encore dans une phase d'amorçage des phases de test. L'année dernière, on a fait une levée de fonds avec des investisseurs privés. On a également on a également des financements publics. Donc, en gros, notamment de la BPI. Et donc là, on va être, j'en vis, mais la start-up n'est pas rentable. D'accord. Par contre, du coup, dans les prochaines étapes, bien sûr, à moyen terme, l'objectif, c'est de valider le procédé scientifique et après de pouvoir en vivre. Et les deux autres associés, ils en vivent aussi ou il y a juste toi qui... Alors, Caroline également, Ouais. et Gabriel est encore au chômage. D'accord, ok. Vous avez monté la boîte quand ? J'aime bien me demander ça pour avoir un peu une idée de la timeline de comment ça s'est passé. Alors, du coup, moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet début 2017. Ouais. Donc, avec Gabriel. Caroline est arrivée en septembre 2017. Gabriel a quitté son emploi à la fin de l'année 2017 et je crois que c'est en février 2018 qu'on a créé la société. Et t'as commencé à te payer, toi, du coup ? En août. En août, d'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que dans les freins, il peut y avoir ça aussi, de se dire ça prend trop de temps, voilà, c'est trop incertain. Après, c'est vrai que le meilleur financement du créateur d'entreprise, c'est Pôle emploi. Ouais. Parce que Pôle emploi, en fait, a plein de mécanismes, en fait, pour accompagner les créateurs d'entreprise. Et donc, du coup, c'est vraiment un sacré atout d'avoir ça. Et vous les vendez déjà, les gambas ? Alors, les gambas, on en vend parce que du coup, après mes tests, en fait, j'ai des gambas. D'accord. On a fait donc des tests, effectivement, chez donc, plusieurs poissonneries. Et on a eu des super bons retours. En gros, notre gambas, elle se situe... Elle va avoir le croquant d'une gambasse bio de Madagascar, Ouais. en ayant le parfum d'une langoustine. Ça donne envie. Parce qu'elle est pas salée, enfin, elle est pas sursalée, elle est comme une langoustine, enfin, elle va être élevée dans une eau salée. Par contre, nous, après, comme on la vend crue, on n'a pas tous les process de la mettre en saumure, etc. Ouais. Et on la vend crue, ça veut dire qu'on peut l'utiliser en plancha, on peut la cuire différemment également. Et donc vraiment, voilà, on a validé auprès de chefs étoilés également sur Nantes, on a validé, on a vraiment des très bons retours. Elle est bonne. Et en plus, elle est très mignonne. J'ai vu les vidéos. Ouais. J'ai vu les vidéos sur LinkedIn. Quel est le plus gros challenge que vous avez rencontré pendant ce parcours depuis 2017 ? Il y en a pas un énorme, il y en a du coup plein de petits. Plein de petits. Ouais. Et du coup, le challenge, c'est de tout mener de front. Ouais. Moi, je me retrouve à la tête de 5-6 bonhommes à piloter tous les jours. J'ai jamais pris des cours de management, rien du tout. Donc, c'est un challenge. Après, faire des tests, il y a des succès, il y a des échecs. Du coup, savoir relever la tête après et pas se désespérer. C'est comme ça qu'on avance, par itération. Mener après, comme je disais tout à l'heure, mener de front ma vie personnelle, ma vie de maman. Donc ça c'est moi. Mais en fait, c'est plein de petits pas. On n'a pas un gros col en fait à passer. C'est plein de petits pas et du coup, c'est assez. Pour l'instant, en tout cas, on est assez serein. C'est plus facile de passer pas à pas plutôt qu'effectivement d'avoir une grosse montagne à monter. Voilà. Oui. D'un coup. Et si tu regardes un peu ton parcours, est-ce que, si c'était à refaire, est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment ? Peut-être que j'aurais pu m'accrocher encore un peu plus à la recherche, pour avancer sur la recherche publique. Voilà, mais après, je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui. Et faire les choses différemment, peut-être qu'on aurait pu recruter plus rapidement, parce que là, notre premier salarié est arrivé en mai 2019, notre deuxième en septembre. Et c'est vrai qu'on a été sous l'eau pendant longtemps. Les gambas, ça veut dire qu'il faut y aller également le week-end. Ouais. Il faut, quand il y a des pannes d'électricité, il faut y aller parfois la nuit. Ouais. Donc voilà, donc peut-être s'entourer un peu plus rapidement pour que ça soit plus équilibré. C'est ce que disait Xavier Duporté d'ailleurs dans notre épisode numéro 1. Il disait
quand on embauche, c'est déjà trop tard. Quand on se rend compte qu'on a besoin de gens, c'est déjà trop tard. Oui. Ça veut dire que déjà, on est sous l'eau et du coup, il faudrait presque embaucher avant d'en avoir besoin. C'était une des choses qui nous disait, effectivement, savoir s'entourer avec les bonnes personnes et surtout assez tôt pour ne pas justement avoir avoir la tête sous l'eau, quoi. Oui. Complètement, je partage. Donc, quel serait le mot de la fin ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs ou même à nos auditrices qui pensent à se lancer, mais qui sont pas encore trop sûrs ? En fait, je pense que dans le monde de la recherche, tout le monde n'est pas fait pour faire de l'entrepreneuriat. En gros, il y a le job de chercheur... et enfin de chercheur fondamental ou de chercheur appliqué, et du coup c'est un état d'esprit. Faire bouger les lignes depuis toute petite, en fait, c'est quelque chose qui était en moi. Mais par contre, après, pour ceux qui veulent se lancer, il y a vraiment plein de dispositifs. Donc j'en parlais pour le côté financier, il y a Pôle emploi. Après, il y a beaucoup des incubateurs publics qui sont là aussi et qui apportent vraiment une grosse valeur ajoutée. Et après, c'est l'équipe, quoi. Un chercheur seul, moi, j'y crois pas. Par contre, il y a un chercheur avec Enfin, il faut compléter l'équipe. Il faut savoir bien s'entourer, ouais. Il faut savoir bien s'entourer. Et même, que ce soit Gabrielle ou Caroline, chacun apporte son expertise, mais chacun apporte aussi son énergie. Et parce qu'il y a c'est un peu des montagnes russes, quoi. C'est une aventure humaine, hein. C'est ça. C'est vraiment, c'est avant tout aussi une aventure humaine. Et ça, peut-être qu'on l'imagine moins au début. Et pour autant, faut être solide mentalement pour pouvoir encaisser après les échecs, les réussites, voilà. Et du coup, l'équipe est primordiale. Super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir raconté tout ça. Je te souhaite une bonne journée. Je te remercie beaucoup également. Et bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.